Il est difficile de parler des pathologies du froid sans évoquer le nom d'Emmanuel Cauchy, qui nous a quittés le printemps dernier. Il a travaillé pendant de nombreuses années sur les gelures, aux côtés de Fauré et de Bernard Marcini. Et il avait même obtenu en 2017 le prix du meilleur chercheur du Wilderness Medical Society. C'est quand même un prix très honorable. Alors ce soir, nous allons d'abord parler de régulation thermique. Ensuite, rapidement, la montagne, c'est un environnement froid. Et enfin, comment réagit notre organisme. Et nous allons aborder après, un peu dans le vif du sujet, et parler d'hypothermie, du froid et des extrémités. Et enfin, des gelures. Alors, il y a différents modèles de régulation thermique chez les animaux. Il y a les poikilothermes, qui sont en fait les reptiles, qui vont adapter leur température interne en fonction de la température extérieure. Il y a les homéothermes, nous sommes des homéothermes, on a une température interne stable, et les hétérothermes, qui sont les mammifères qui sont capables d'hiberner, donc ils vont être capables de baisser leur température en période d'hiver. Donc comme je le vous disais, nous sommes des homéothermes, nous avons un noyau stable, comme on le voit ici. Cette température, elle est stable entre 36,1 et 37,8, et ça concerne en fait le tronc, le cou et la tête. C'est là où il y a les organes nobles. Et la périphérie, constituée par les membres, en fait une température qui va varier en fait de la température extérieure, l'objectif étant de maintenir la température du noyau constante. Et ils ont un rôle d'effet tampon. Au niveau de l'environnement froid, il y a d'abord la notion de gradient thermique. Plus en montagne, plus on monte en altitude, plus la température va baisser. C'est-à-dire qu'on va perdre 0,85 degrés par 100 mètres de dénivelé. Et puis également, il y a des échanges de chaleur par convection, essentiellement le vent, la convection, par conduction, c'est le contact direct soit avec l'eau, soit avec la neige. La radiation, c'est la chaleur que notre corps va émettre et rejeter, et l'évaporation. On va revenir sur la convection. L'effet windshield, c'est quand même un élément important d'avoir ça en tête. Ce qui compte, c'est pas tant la température extérieure, c'est la température qui sera ressentie par l'organisme. Vous voyez, si on regarde pour une température sans vent à 5 degrés, il suffit qu'il y ait un vent de 40 km/h pour que cette température au niveau ressenti chute à moins 9 degrés, ce qui change complètement la donne. Et en montagne, il n'est pas rare d'avoir des vents de 40 km/h. Alors, j'ai un petit film. Est-ce qu'il faut que je le déclenche? Ça va illustrer un petit peu ces échanges thermiques que l'on peut avoir dans l'environnement froid. Donc là, c'était Manu Cauchy qui avait fait cette constitution. Le vent a un peu forcé. Une petite brise de moins de 20 km/h a suffi à amplifier dramatiquement l'effet du froid. C'est ce qu'on appelle l'indice Winchill, le pouvoir refroidissant exercé par l'effet du vent sur l'organisme. Cette nuit-là, avec cette brise-là, la température ressentie par le prisonnier du camp de Girolahwe est encore descendue d'une dizaine de degrés. La raison est simple. En air calme, la chaleur produite se diffuse autour du corps, formant une couche isolante fragile. Mais le contact avec le sol glacé ou bien l'effet du vent suffisent à détruire ce petit matelas protecteur. De précieuses calories se dispersent dans le sol ou s'envolent au vent. Donc ces images, c'est en caméra thermique, ce qui nous permet de voir les points chauds en rouge. Et on le voit très bien que d'une part, par conduction, la chaleur est partie dans le sol, puisqu'il est en contact direct avec la neige, et qu'également avec le vent, la chaleur se dissipe. Donc comme on vient de le voir, dans l'environnement montagne, on est exposé au froid, il y a des nombreux échanges qui se font entre notre organisme et l'environnement. Et il y a finalement un équilibre thermique qui est assez fragile. Pour se réchauffer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se protéger, ça paraît assez évident. Il faut avoir une alimentation adaptée et être correctement hydraté. Et être en activité. Tout ça, tous ces éléments vont permettre de se réchauffer. À l'inverse, le refroidissement, le vent froid va refroidir, dénutrition, déshydratation et l'inactivité.
Alors qu'est-ce qui va se passer finalement quand on est exposé au froid? Est-ce que c'est la température centrale qui va baisser? Est-ce qu'il y a un sacrifice de partie du corps? Vous voyez, dès qu'il y a un environnement froid, ça se déséquilibre. Et de façon globale, quand même, on préfère éviter l'hypothermie. Alors comment va-t-on réagir face au froid? On va augmenter la thermogénèse. Alors c'est quoi la thermogénèse? Parlons dans un langage plus simple, c'est la production de chaleur par l'organisme. Et pour se réchauffer, de par des réactions hormonales et neurologiques, on va se mettre à consommer du sucre. Ce sucre, il est produit finalement par tous les tissus de l'organisme et ça va permettre de créer de la chaleur. Au repos, ce stockage de sucre est essentiellement au niveau du foie, mais également des muscles, mais je vous disais vraiment tous les tissus de l'organisme. Et dès qu'on fait une activité, qu'on passe à l'effort, ce sont essentiellement les muscles qui vont permettre cette production de chaleur. À savoir qu'on va être capable de produire jusqu'à 40 fois plus de chaleur en effectuant un effort. D'où l'importance de l'activité quand on est dans un environnement froid, en tout cas de ne pas s'arrêter sans se mettre à l'abri, car on va se refroidir. Et puis il y a également d'autres phénomènes, l'horripilation, puis à un stade un peu plus avancé, le frisson. Alors c'est quoi le frisson? Finalement c'est une activité musculaire involontaire qui est engendrée par le système neurovégétatif qui a un extrêmement mauvais rendement. À partir du moment où on commence à frissonner, c'est qu'on arrive vers le stade d'hypothermie, puis frisson permanent sera l'hypothermie légère. Et puis également, il faut qu'on diminue ces pertes de chaleur. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va en faire une vasoconstriction périphérique. On aura tendance à sacrifier les extrémités. On voit bien sur ce petit schéma, ça c'est la température en fait de notre noyau qui doit rester constante. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les membres ils sont là pour faire un effet tampon. C'est-à-dire qu'on va pas avoir une température de 37 degrés au niveau des pieds et des mains. On va avoir une température qui sera bien inférieure, ça peut être de 28, ça peut être de 24 degrés. Et là c'est à l'inverse, s'il fait très chaud, on va avoir tendance à augmenter cette température-là. Et s'il fait très froid, on va la baisser jusqu'à éventuellement sacrifier les extrémités. Mais également, pour diminuer la thermolyse, il y a une action comportementale que nous devons chacun avoir, c'est se protéger avec un équipement adapté, se protéger du vent, creuser un trou si nécessaire, avoir une alimentation adaptée, être bien hydraté, parce que si on n'a pas le carburant au niveau de l'alimentation pour brûler le sucre, on ne va pas tenir très longtemps. Donc, je vous disais que l'objectif premier, quand même, c'est avant tout, c'est d'éviter l'hypothermie. Mais, donc on va préférer aller les gelures, quand même, notre corps, parce qu'on ne meurt pas de gelures. Ça peut être très invalidant et conduire à des amputations, mais on n'en meurt pas. Alors que l'hypothermie, il y a un risque vital qui est engagé. Bien entendu, ça dépend de la situation. Si je tombais dans un lac gelé, j'aurais pas le temps d'avoir des gelures et je serais directement en hypothermie parce que est-ce que vous savez quelle est la température idéale, quelle est la température de l'eau pour laquelle ni on ne perd ni on ne gagne de chaleur? Allez, qui ose parler? 40 c'est chaud, hein. 38. Allez, 37, 38. En fait, c'est notre température corporelle. On est constitué à peu près à 70% d'eau. Donc si on veut pas perdre de la chaleur avec des échanges thermiques, il faut que l'eau soit à 37 degrés. Finalement, c'est l'ailleurs la température qu'on apprécie en général sous notre douche. Et dans l'air 27 24, 25. Bon, on n'est pas loin. Donc effectivement, si on tombe, on peut même faire une hypothermie dans les Caraïbes, c'est pour vous dire, parce qu'on a rarement de l'eau à 37 degrés. Donc on revient un petit peu à nos moutons, à notre environnement froid. Donc nous allons parler d'hypothermie. L'hypothermie, c'est quoi? C'est une température centrale qui va être inférieure à 35 degrés. Donc on est toujours vraiment au niveau du noyau. On se fiche des membres à ce moment-là. Il y a plusieurs stades. On ne va pas rentrer dans le détail de tous les stades. Il y a l'hypothermie légère, 35 à 32 degrés, modérée, 32 à 28. J'ai envie même d'être un peu plus réductrice, inférieure, quand la température est inférieure à 28, c'est toujours sévère, que ce soit maligne ou... Alors le record, il était à 13 degrés 7, c'était une Norvégienne qui a eu un concours de circonstances. Enfin, en gros, elle a eu a priori au moins 45 minutes d'arrêt cardiaque, 4 heures de massage. Enfin, donc mais aujourd'hui, elle va bien. Donc c'est juste pour vous dire que quand même, l'hypothermie,
et ben, il a un effet protecteur au niveau du cerveau. D'ailleurs, c'est quand même une méthode que parfois on utilise dans certaines grosses chirurgies cardiaques ou sur des traumas crâniens sévères, justement pour protéger le cerveau. Donc l'hypothermie n'est pas que délétère. Regardez, la tolérance du cérébral à l'anoxie, c'est quoi l'anoxie? C'est la privation d'oxygène. À 37 degrés, ben, ça on le sait tous, c'est 3 minutes. Et à 15 degrés, ben, c'est 1 heure. Le cerveau peut supporter 1 heure privé d'oxygène à 15 degrés, sans séquelles. Et en plus, se passe-t-il, en fait, avec l'hypothermie, la consommation d'oxygène diminue de moitié pour chaque tranche de 10 degrés perdus. Et le métabolisme basal descend à 50% de sa valeur normale à 30 degrés, et puis il n'est plus qu'à 20% de sa normale à 20 degrés. Donc, il y a des côtés positifs. Alors maintenant, hypothermie et cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Quand même, le cœur, ce qui va provoquer chaque contraction cardiaque, chaque impulsion, c'est un petit signal électrique. Et ben, on sait tous, hein, notre iPhone ne marche pas très bien au froid, il se décharge, il déconne. Le tableau électrique non plus, bah, le cœur aussi. Il n'apprécie pas tant que la température soit trop basse. Et dès 32 degrés, il y a des risques du trouble du rythme cardiaque. Et à 28 degrés, c'est la température pour laquelle il y a un risque très élevé de faire une fibrillation ventriculaire. Et ça implique quoi? En fait, c'est que c'est finalement, vous allez l'interpréter comme un arrêt cardiaque. Donc ça veut dire, au final, il faut toujours mobiliser une victime avec précaution. Pourquoi? Parce que la température qu'elle aura au niveau du noyau, il faut bien se dire que la température au niveau des membres, elle sera inférieure. Si on la secoue un peu trop, la température au niveau des membres va revenir vers le cœur, et potentiellement, si elle est plus froide, va potentiellement abaisser la température au niveau du cœur. Donc il faut toujours mobiliser une victime suspectée d'hypothermie qui ne frissonne plus avec précaution parce qu'il y a un risque d'arrêt cardio-respiratoire. Et voilà, il faut considérer une victime hypotherme modérée sévère comme de la porcelaine. Modérée sévère, c'est quand on a une température, je vous le rappelle, de 32 à 28 et sévère inférieure à 28. Et pourquoi une victime qui ne frissonne plus est à risque? En fait, à partir de 32 degrés, il n'y a plus le frisson. En hypothermie légère, il y aura un frisson permanent, mais il va disparaître ensuite, parce que je vous expliquais tout à l'heure que le rendement du frisson est extrêmement mauvais. Donc, à un moment donné, le corps, plutôt que d'essayer de dépenser trop d'énergie, il va plutôt opter pour la méthode hibernation et tout ralentir. Hypothermie et traumatisme. Tout traumatisé de montagne est suspecté d'hypothermie jusqu'à preuve du contraire. Ne serait-ce même que se faire une petite cheville, une entorse, pas grand-chose. Le simple fait, je vous ai expliqué, l'activité était essentielle. Donc là, on aura une victime qui sera immobile. Pour peu qu'elle soit mal isolée du sol, qu'elle soit directement assise dans la neige, eh bien, elle a un risque d'hypothermie. Et à l'inverse, toute hypothermie réfractaire va faire suspecter un traumatisme associé. En conclusion de tout ce qu'on vient de dire, personne ne doit être considéré mort tant qu'il n'a pas été réchauffé et déclaré mort. Tout ça, c'est par rapport à ce que je vous disais au niveau de l'hypothermie et le cœur. Pour nos aspis qui sont là, je vais passer très vite sur l'hypothermie avalanche, parce qu'on aura bien l'occasion d'en discuter dans 2 semaines ensemble dans l'atelier. Les victimes d'hypothermie isolées dans les avalanches, je le dis juste rapidement, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est que 5% des victimes. Mais bon, ça vaut le coup de se battre pour ces victimes-là. Et on a même dans cette salle, il me semble avoir aperçu, j'en sais, des gens qui peuvent en témoigner, qui sont là aujourd'hui. Donc en conclusion de l'hypothermie, une hypothermie légère, c'est une victime qui est consciente, c'est une victime qui frissonne. Et a priori, vous n'avez pas de thermomètre avec vous, normalement. Le médecin, et encore il faut avoir un thermomètre adapté, c'est une victime qui a une température corporelle supérieure à 32 degrés. Il faut l'isoler du froid, il faut la mettre à l'abri du vent, retirer les habits mouillés s'ils sont trempés, la mettre en activité physique, faire boire des boissons chaudes, prendre en charge un trauma, une lésion et alerter. Normalement, une victime qui est en bonne santé, quand elle a une hypothermie légère, le simple fait de l'extraire du milieu froid, elle va être en mesure, parce qu'elle est en bonne santé, de remonter toute seule sa température corporelle. A l'inverse, à partir du moment où il n'y a plus de frisson, alors à partir entre 32 et 28, on peut avoir des troubles de la conscience. C'est en général quelqu'un qui respire, puis après on peut avoir carrément quelqu'un qui est inconscient, qui respire ou pas.
que ce soit l'un ou l'autre, à partir du moment où il n'y a plus de frisson, il faut protéger du froid et mettre la victime à l'abri si possible. Réchauffement passif, on mobilise avec précaution, on ne frictionne pas, on ne fait pas un réchauffement actif de ces victimes-là. Il faut vite alerter, demander une médicalisation et une évacuation vers un hôpital, et puis on surveille la victime. Après, c'est du secourisme de base. Si elle respire, qu'elle est inconsciente et qu'elle respire, on la met en PLS. Si elle est inconsciente et qu'elle ne respire pas, c'est la même action que sur un arrêt cardiaque, on fait une réanimation cardio-pulmonaire. On va passer maintenant au froid et les extrémités. On va faire, avant de se lancer dans les gelures. Rapidement, je vous parle du syndrome de Raynaud. Ça peut être extrêmement gênant pour... c'était une gardienne de refuge. Ah, ça devient bon. Qui, forcément, ne serait-ce que passer dans l'avion surgelé, elle était embêtée. Alors, par rapport aux gelures, on n'a pas tant... On pourrait penser, plus de syndrome de Raynaud qui sont en gelure, en tout cas dans les séries que j'ai repris. Mais peut-être parce qu'ils se protègent plus, ils sont plus attentifs, ils font un peu plus attention. La logique voudrait que ce soit quand même un risque supplémentaire quand même pour développer une gelure. La nécrose en pastille, surtout aux adeptes du ski de rando, du ski. Ça, votre avis, c'est quoi qui a causé ça? C'est une pompe de ski. Alors c'est souvent à la base du 5e métatarse, sur le côté à l'externe ou en interne du premier, enfin pas la base, excusez-moi, la tête du premier méta. C'est en fait la chaussure de ski qui n'a pas été suffisamment poussée et en fait ça vient comprimer la circulation. Donc c'est un mélange de compression et de gelure. Pensez bien, quand on arrive à ce stade-là, la saison elle est flinguée. On ne va pas pouvoir remettre des pompes de ski avant l'hiver d'après. Les premiers signes qu'on voit, c'est une coloration un peu bleutée de la peau. Alors je vous mets un petit peu en garde de ça, parce que c'est pas très très grave, mais ça peut être embêtant, surtout quand on est futur professionnel de la montagne. Il faut vraiment faire attention au chaussage et que vous ne laissiez pas traîner une petite gêne à ce niveau-là, parce que vous pourriez être vraiment embêté pour la suite. Puis n'hésitez pas à venir nous en parler en consultation. Le pied de tranchée, alors je vous dis bref, petit aparté, on n'en a quand même pas beaucoup. Enfin, on a des cas de pieds de tranchée qui sont chez les SDF, chez les migrants aussi maintenant, il y en a pas mal. Le pied de tranchée, ça a été décrit pendant la guerre de 14-18, chez les soldats qui en fait passaient leur journée dans l'eau, dans les tranchées, et ils avaient les pieds tout le temps humides dans l'eau froide, avec des gros écarts de température, et ça a conduit à des amputations, surtout parce qu'il y avait des grosses infections. Les engelures, j'en parle rapidement parce qu'on confond souvent engelure et gelure, alors que ça n'a juste absolument rien à voir. Les engelures, c'est plus souvent chez les femmes, mais bon, ça peut se venir chez tout le monde. Typiquement, les gens qui ont froid aux pieds, qui vont avoir des chaussures super chaudes, qui vont garder les chaussures chaudes à l'intérieur et qui vont se mettre à transpirer, puis qui vont se réexposer au froid. Donc c'est toujours des températures, c'est un mélange d'humidité, mais surtout toujours pour des températures positives. Il n'y a pas de gel des tissus, à l'inverse des gelures. Ça peut être embêtant, ça peut être très douloureux, ça gratte. Petite astuce, il y a un truc qui marche bien, ce sont toutes les crèmes à base d'acide hyaluronique pour la cicatrisation. Je ne donnerai pas de nom de médicaments, j'ai pas le droit. Mais voilà, il y a des choses qui marchent, ou alors aussi tout ce qui est à base d'antioxydants, d'extrait d'huile de pamplemousse, pour les adeptes d'huiles essentielles. Alors, nous allons maintenant parler des gelures. Quelques généralités. La gelure, on en parlera après un peu plus longuement avec Stéphane. C'est pas moi encore. Non, c'est pas toi encore. J'arrive après moi. Je tiens juste à dire que c'est la même personne en fait, à quelques semaines d'intervalle. C'est une lésion localisée suite à un gel des tissus. Donc il faut qu'il y ait des températures négatives pour qu'il y ait une gelure. Alors c'est une exposition qui peut être plus ou moins longue. Dans certains cas, c'est pas si long que ça. On a eu des cas de gelure. Alors il y a un nouveau contexte de gelure, c'est après une bonne bringue. Le gars qui va rentrer en t-shirt à vélo, sans gants, et qui se réveille le matin et là il voit bleu. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Il n'y a pas qu'en montagne. Finalement, que se passe-t-il? On appelle ça une ischémie aiguë liée au froid. En fait, il va y avoir
une fermeture des vaisseaux pour justement éviter que le sang-froid revienne vers le cœur. Et après cette ischémie, il va s'en suivre un gel des tissus. Et c'est quoi qui va déterminer le pronostic de l'âge dur? Eh bien, c'est la vitalité de l'os. Puisqu'on arrive toujours à régénérer de la peau, même du tissu nerveux, plus ou moins bien. Mais alors l'os, par contre, une fois qu'il est mort, il faut couper. Petite vidéo qui va suivre, qui va un petit peu expliquer le phénomène et comment se constitue une gelure. Et c'est encore Manu qui fait la vidéo d'après. Tu te rappelles des délais là? Hein? Tu te rappelles des délais? C'est la même personne, tu as dit? Alors oui, les délais, oui, je les connais parfaitement. Alors c'est une personne qu'on a pris en charge, il y a un gros projet qui va se terminer au printemps, qui s'appelle SOS Gelure. Projet transfrontalier entre les hôpitaux du Mont-Blanc et les hôpitaux universitaires de Genève. Et on teste l'intérêt de l'oxygénothérapie hyperbare dans la prise en charge des gelures. Donc ça, c'est quelqu'un qui est rentré du Kyrgyzstan, donc qui a été pris en charge un petit peu tardivement, à J4, pour être plus précise. Donc il est arrivé à J4, donc on n'a pas pu avoir les photos vraiment initiales, c'est de l'écran secondaire. Là on est à J15, et là on est à J21. Voilà, donc on s'attendait nous au départ à ce qu'ils soient amputés, ça n'a pas été le cas. Et ce qui est encore plus plaisant à savoir, c'est qu'aujourd'hui il regrimpe, donc c'était il y a 2 ans déjà. Il fait du volley, il a un niveau qui est bien meilleur que ce qu'il avait avant, en tout cas en grimpe. Donc il n'a pas d'arthrose. Et ça aussi, ça fait partie des complications des gelures. Place à la vidéo. Toutes les zones périphériques cessent d'être alimentées par la pompe à chaleur. Les doigts, les oreilles, le nez, même la peau à la surface de la tête. Si le flux sanguin diminue à la périphérie du corps, c'est pour permettre au sang chaud de se concentrer dans la tête et le tronc et d'irriguer les organes vitaux, le cerveau, le cœur, les poumons, le foie. Les extrémités sont sacrifiées. Les artères se contractent, réduisant leur diamètre et leur débit. C'est la vasoconstriction. Au niveau des poignets et des chevilles, des chintes apparaissent. Des goulots d'étranglement qui bloquent la circulation vers les pieds et les mains et permettent au sang de retourner vers le cœur sans s'être refroidi. Le risque, c'est bien entendu que les tissus non irrigués gèlent puis meurent. C'est pourquoi ce réflexe d'autodéfense aboutit au sacrifice des extrémités. Je pense que c'est un bon résumé de ce qui se passe dans les gelures, mais on va le reprendre ensemble de façon un peu détaillée, notamment les différentes phases de la gelure. Il y a d'abord la phase de refroidissement. C'est une phase, on va en reparler avec Stéphane, qui est totalement indolore. Parce que c'est un peu particulier, parce que le symptôme en fait, de la gelure, c'est l'absence de douleur. Alors que dans beaucoup de cas, le symptôme va être quelque chose d'un peu plus parlant. Là, c'est l'absence de douleur. Donc c'est pour ça que des fois, les gens ne s'en rendent pas compte en fait, qu'ils sont gelés. Tant qu'on a mal, ça va. C'est quand on a plus mal que finalement, il faut s'inquiéter. Donc pendant cette phase-là, il va y avoir en fait une anoxie tissulaire, une privation des tissus en oxygène liée à cette vasoconstriction. On va avoir une ouverture des sphincters précapillaires, c'est-à-dire qu'ils vont une fermeture des sphincters précapillaires et une ouverture des shuts. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, presque phalange par phalange, on va réussir à arrêter d'irriguer les extrémités de façon de l'extrémité vers la racine du membre. Et après, donc, pendant ce temps-là, les tissus, ils souffrent d'un manque d'oxygène. Et puis ensuite, vu qu'il n'y a plus de mouvement, il y a un gel des tissus qui va se produire. Ce gel, il ne va pas se faire à la même vitesse de partout. C'est-à-dire qu'il va d'abord avoir un gel du sang, de tous les tissus extracellulaires, parce que le gel, le point de congélation est de moins 0,52 degrés Celsius. Et l'intérieur de la cellule, elle ne va pas geler aussi vite, parce que son point de congélation est de moins 15 degrés. Alors, ce qui va se passer, parce que la membrane la protège.
Donc ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, il va y avoir un gel de tous les liquides extracellulaires. Ce phénomène va engendrer une aspiration du liquide qui est dans la cellule. Vous imaginez ? La cellule, elle se retrouve toute asséchée. Elle est complètement déshydratée. Et après, dans un deuxième temps, elle va se mettre à geler. Donc il y a une tolérance plus ou moins importante. Certaines cellules vont être abîmées, d'autres un petit peu moins. Et ce qui est important aussi, c'est... Donc il va y avoir plein de petits cristaux qui vont se former. Ces petits cristaux, je vais vous marteler avec ça, c'est qu'il faut faire un réchauffement rapide après. C'est pas un réchauffement progressif, lent. Il faut faire un réchauffement rapide parce que ce qu'on veut, c'est que ces petits cristaux fondent d'un coup. Si on fait un réchauffement lent, ben, ils ne vont pas fondre. C'est pareil avec la neige. Hein. Ils vont se mettre à s'associer les uns aux autres et former de plus gros cristaux. Et ces plus gros cristaux, finalement, ils sont encore plus délétères pour les structures autour. D'où l'importance de faire un réchauffement rapide qui sera un bain dans de l'eau chaude à 38 degrés, 38-40 degrés pendant 1 heure. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un onglet et mis votre main sous de l'eau chaude à 38-40 degrés, c'est pas forcément agréable. Alors il y a des fois, il y a de la douleur, des fois il n'y a pas de douleur. La douleur est plutôt un signe de bon pronostic, ça veut dire que les nerfs sont encore suffisamment vivaces pour nous manifester cette douleur. Stéphane en parlera tout à l'heure, maintenant que tu veuilles en parler du réchauffement. Toi, tu dis que tu n'avais pas eu de douleur. Ouais, bonsoir. Hein. Ouais. Malgré le sujet, je suis très content d'être là, de partager mon expérience avec vous. Et puis en plus, par rapport à mes collègues du département alpinisme, j'ai une compétence que pour le coup, ils n'ont pas. Et donc, oui, on a préparé ça cet après-midi avec Marianne. Enfin, son cours était prêt, mais pour la partie que je vais un peu essayer d'animer. Et c'est vrai que, moi je suis guide depuis quelques années, mais j'ai essayé de faire de l'alpinisme de haut niveau pendant longtemps et des hivernales. Donc j'avais bien suivi le parcours de Lionel Daudet en 2002 quand il voulait enchaîner les 3 faces nord. Et donc il avait fait le Dorado en face nord des Grandes Jorasses, la voie la plus difficile. Il avait passé 14 jours, il avait commencé déjà à se geler. Après il faisait des liaisons sans moteur, donc à pied ou à ski, mais il était déjà gelé. Donc après il s'était engagé dans la phase nord du Cervin, et là il a fait, si j'ose dire, il a fini le boulot. Et donc ce qu'il racontait, c'est que quand il est revenu à la cabane de Orly, il a eu des douleurs complètement abominables. Donc c'est vrai qu'à cette époque-là, en 2002, moi je suis guide en 98, ça m'avait amené à rajouter du dopalgique dans ma trousse de pharmacie, même quand je partais avec des copains sur des hivernales, parce que j'avais pas envie de, vous pouvez le lire, hein, il le raconte dans les revues de l'époque, pas envie de vivre ce calvaire. Mais dans mon cas, après on va vous présenter quelques photos de l'Annapurna, parce que moi je me suis gelé à l'Annapurna et j'ai perdu à peu près tous les orteils. Avec Lionel, c'est rigolo parce qu'il est venu me voir en convalescence et on est au même niveau. Voilà, on est au même niveau d'amputation, sauf que moi, le pied où j'ai gardé le plus, c'est le plus court, mais c'est rigolo, à une demi-phalange près, on est au même niveau. Et par contre, j'ai perdu quelques phalanges sur les doigts aussi. Mais dans la différence de Lionel en 2002, c'est que donc moi, c'était à l'Annapurna avec Yannick Graziani en octobre 2013. Et moi, comme le disait Marianne, ça a été totalement indolore. Et comme elle l'a déjà dit tout à l'heure, il me semble, les gelures, ça, on ne les sent pas venir. Donc merci Stéphane. Si on revient à cette phase de réchauffement, sur le plan physiopathologique, on peut même la diviser en 2 phases. Il y a une phase précoce, où il va y avoir tout ce phénomène de décongélation, décristallisation. Et je vous expliquais aussi, c'était important d'avoir ce réchauffement rapide pour éviter la destruction cellulaire d'un point de vue mécanique avec la création de ces gros cristaux. Au moment où il va y avoir cette fonte finalement de tous ces microcristaux, imaginez bien qu'il y a eu un gel qui s'est opéré, il y a certaines cellules qui sont mortes, d'autres ne le sont pas. Enfin en fait, si je veux résumer en simplifiant, les vaisseaux sont devenus de vraies passoires. Donc on fait fondre, ça permet aussi de réouvrir un petit peu. Et c'est pour ça que ça prend cette coloration, un petit peu violacée, bleutée, grise. Et en fonction de l'extension, c'est-à-dire en fonction du... Alors là, effectivement, on est sur des gelures très graves, hein, c'est même du stade 5, là c'est du stade 4. Plus la coloration vient prendre sur le pied ou sur la main, plus c'est grave. Cette phase est importante, je le dis vraiment à tous les professionnels de la montagne, ou même amateurs, parce que c'est à cette phase-là qu'on va pouvoir classifier la gelure. C'est vraiment une phase pronostique essentielle,
Parce que des fois, quand on arrive, vous avez vu la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, je ne sais pas vraiment comment était la gelure, quelle était la véritable classification. On l'a fait un peu par extension. Ça va durer finalement que quelques heures, cet aspect-là. Parce qu'ensuite, que va-t-il se passer? Donc on est toujours sur la phase de réchauffement. Il y a ce qu'on appelle la nécrose secondaire progressive. Mais comme je vous ai expliqué que nos vaisseaux étaient des véritables passoires, le corps, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'ischémie-reperfusion, il va réagir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tiens, moi je vais envoyer plein de petites plaquettes et je vais aller boucher tous ces trous. Et en bouchant tous ces trous, elle bouge tellement bien qu'elle bouge tout. Et cliniquement, on va voir apparaître des flictènes, en langage plus simple, des ampoules, qui sont plus ou moins hémorragiques, mais aussi parfois plus ou moins volumineuses. Et bien entendu, plus elles sont hémorragiques, plus elles sont volumineuses, moins le pronostic est bon. Des ampoules de cette taille-là, on les perce au bloc opératoire. On ne les laisse pas parce que le volume fait que ça va venir comprimer des tissus sous-jacents qui sont encore un petit peu viables. Alors si en plus on garde cette compression là-dessus, on ne va pas aider à la cicatrisation. Ouais, attention, hein, quand c'est comme ça que c'est en XP que si vous devez marcher avec des gros flictènes qui vont se crever, c'est quand même une voie d'entrée pour une infection très très importante. Hein. Donc si vous êtes gelé, il faut bien que vous ayez quand même un suivi médical, des antibiotiques. Le mieux c'est quand même de les crever, j'imagine, en milieu médical ou aseptisé, parce que après c'est infecté, ça s'infecte très vite en profondeur, c'est pas cutané. Hein. Oui, oui, et puis quand ça s'infecte, c'est la cata. Hein. On va en parler après, on aime bien que si amputation il y a, qu'elle se fasse le plus tard possible. Par contre, si c'est infecté, on est des fois emmené à faire des amputations vraiment prématurées. Donc en XP, si on a ça, bon, il vaut mieux se faire évacuer assez vite, mais si on a des antibiotiques, d'ailleurs normalement, hein, on en avait, je ne sais pas s'il y en a qui étaient présents, mais on avait parlé un peu de la prépa d'XP. En tout cas, une XP ça se prépare, il faut avoir une pharmacie adaptée. Vous pouvez venir aussi en consultation ici au centre de santé de l'ENSEM, préparer votre XP. Donc c'est vraiment important. Et donc, parce que même si là les photos évidemment c'est atroce, mais infecté ça va être encore différent. Alors là, ouais, on arrive à... Ça c'est moi. On arrive à la phase de momification. Alors c'est une phase qui est beaucoup plus lente et longue. En fait, on a une réorganisation et cicatrisation des tissus. La plus souvent, on a une gangrène sèche. En fait, c'est une nécrose sèche, c'est-à-dire que là, on voit bien hein, pour Stéphane, donc je le dis, hein, c'était Stéphane. On voit bien le petit sillon de démarcation entre les zones saines et puis cette zone là qui est complètement qui est morte en fait. Mais il y a des fois, ça peut engendrer des gangrènes humides. En fait, c'est de l'infection. Et ces gangrènes humides peuvent conduire à des amputations précoces et anticipées. Et là, pour le coup, les chirurgiens, ils aiment bien amputer en zone saine. Donc, ils vont amputer beaucoup plus large. Alors, si on peut attendre, c'est toujours mieux d'attendre quand même dans l'ensemble. Oui, il y a un anneau de cicatrisation qui se forme entre la partie nécrosée et la partie vivante. Et cet anneau, il a tendance à remonter naturellement. C'est-à-dire à regagner du terrain. Et donc, moi, voilà, de mon expérience, moi je me suis fait amputer donc la main droite et les pieds à 30 jours après les gelures. Mais par contre, sur la main gauche, j'ai refusé l'amputation. Voilà, parce que le chirurgien, c'était un grand professeur, hein, un professeur du Montier, première greffe de visage au monde. Donc pour moi, enfin, à l'époque, j'avais pas tout ce recul, je saisissais pas tout. Mais disons que maintenant, ce que je peux en dire, c'est que ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un grand chirurgien, un grand plasticien, qui fasse du bon boulot et donc qui me fasse une pose solide, surtout sur les doigts pour pouvoir regrimper. Mais par contre, au niveau du mécanisme de la gelure, je ne suis pas bien sûr qu'il est... Enfin, de mon point de vue même, hein, on en a déjà discuté avec Marianne, en fait, il n'avait pas bien compris le mécanisme de la gelure. Pour lui c'était mort. Alors sur cette partie-là, la partie, comme elle a dit, momifiée, bon, puis après, psychologiquement, pour lâcher sur les pieds, c'est moins gênant. Mais la main, donc là, il voulait me couper la moitié du petit doigt, la moitié de l'annulaire,
et toute la dernière phalange du majeur et de l'index. Donc j'ai refusé et j'ai été opéré 5 mois après. Bon, entre-temps, moi je suis de la région niçoise, il avait quitté la région niçoise, donc c'est une chirurgienne qui m'a amputé, mais un tout petit peu, parce que j'ai gardé l'auriculaire, l'annulaire, et là j'ai perdu un tout petit peu sur l'annulaire et sur l'index. Donc c'est pour dire que, à mon sens, ce qui est important, c'est pas tellement le problème de la médecine, c'est son propre rapport à la médecine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le chirurgien, il va proposer une opération. Mais c'est à nous, la victime, de comprendre quels sont les tenants, les aboutissants, et d'accepter ou pas. Parce qu'en refusant, on retarde aussi d'autant plus la guérison. Parce qu'une fois que vous êtes amputé, vous basculez aussi sur la suite, qui est de vous reconstruire, et puis surtout la cicatrisation, et de pouvoir reprendre vos activités. Plus vous retardez l'opération, et plus vous retardez le moment où vous allez repartir. Donc, ce qu'on dit, c'est que c'est minimum 30 jours. 2 mois, c'est bien. Voilà. Après la gelure. D'accord. Bah d'ailleurs, on dit, depuis longtemps, on dit que quand on a une gelure à Noël, on fait une amputation plutôt à Pâques. Donc, c'est d'où l'importance de cette attente. Alors après, c'est pas toujours évident, parce qu'il faut pouvoir l'accepter psychologiquement. Moi, j'ai déjà eu des patients qui voulaient passer à autre chose, hein, comme le disait Stéphane, et qui ont demandé une amputation anticipée. Et puis, on prend un risque malgré tout, un risque d'infection. Et quand l'infection s'installe, alors là, on est dans un autre registre et ça peut être pire. Donc, c'est pas évident comme choix à prendre, mais voilà, le patient reste maître de son traitement quelque part, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc on va revenir un petit peu, donc là c'est la dernière phase, la phase de momification. Juste très rapidement, voilà, dans les niveaux des examens paracliniques, il y a la scintigraphie osseuse au technétium 99 qui est non invasif, qui a un intérêt très intéressant au pronostic. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais voilà, ce qu'on voit là, c'est si on regarde cette scintigraphie, les petits points au bout, c'est les marqueurs. Ce ne sont pas les miennes. Ouais, là on ne voit pas très bien, normalement il y a les marqueurs, ouais, c'est un autre patient. Et normalement, une scintigraphie, ça doit fixer. Donc là, on voit bien que ça ne fixe pas, ça fixe pas, ça fixe pas. Donc nous, qu'est-ce que ça nous apporte comme information? C'est qu'a priori, l'os est mort. Et vous disiez que ce qui va conditionner le pronostic de la gelure, c'est la vitalité de l'os. Alors, quelle est la conduite à tenir sur les gelures? Le plus tôt possible. Parce que je vous expliquais que la gelure, finalement, au départ, c'est une ischémie aiguë, donc une privation d'oxygène. Combien de temps les tissus peuvent-ils tenir privés ainsi d'oxygène? Pas tant. Allez, 48 heures, 72, mais bon, c'est difficile quand même. Donc, plus tôt est le réchauffement, mieux c'est. Après, une fois qu'on s'est réchauffé, il ne faut pas non plus se regeler derrière. Donc, si on prend le cas d'une expé, il vaut mieux réchauffer, en se gardant un peu cette limite de 72 heures, vaut mieux marcher un peu plus, aller vers un camp de base et puis être plus confortable pour faire un réchauffement et être évacué, que de vouloir absolument réchauffer à l'arrache sur une arête. Voilà, c'est pas forcément mieux. Il faut avoir un peu cette fenêtre de 48-72 heures max en tête pour savoir quand faire le réchauffement. Protocole de réchauffement, c'est un bain chaud à 38-40 degrés pendant 1 heure. On prend également de l'aspirine en comprimé, on ne le met pas dans le bain chaud, puisqu'on m'a déjà posé la question. Ça paraît bête, mais ça arrive. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on est capable d'évaluer la gravité d'une gelure. On n'est pas capable d'évaluer la gravité d'une gelure au stade de refroidissement. Coloration blanche, on ne peut pas. C'est pas possible. C'est après avoir réchauffé qu'on va être capable de dire quelle est la gravité de la gelure. Je vous ai rajouté ibuprofène aussi, parce que ça fait partie, autant l'aspirine n'a pas vraiment, il n'y a pas beaucoup d'études, mais il n'y en a pas en fait, qui montrent son efficacité. L'ibuprofène, si, il y a un niveau de recommandation existant, qui n'est pas le cas, je parle au niveau scientifique, comme médicament. Alors on va voir ensemble, alors très rapidement, il y a 4 stades, stade 1, stade 2. Alors je vais faire une petite précision quand même, parce que le stade 2, on reviendra sur les photos de Stéphane. Ici, considérez que c'est un stade qui n'est pas grave, qui ne mérite pas de traitement intraveineux, qui ne mérite pas de prost ou de thrombolyse. Par contre, il y a eu un certain nombre de stades 2 en Himalaya,
donc à des altitudes plus élevées, qui ont engendré des amputations. Savoir que toute cette étude est plutôt basée sur une des séries qui ont eu lieu en Europe, où notre altitude maximale, elle est quand même rarement, elle n'est pas au-dessus de 4008, ça c'est sûr, mais en tout cas, un temps prolongé au-dessus de 4000 n'est pas énorme. Alors la classification stade 1, en fait, il n'y a plus de lésion initiale. C'est juste un petit érythème, une petite rougeur. Stade 2, la lésion initiale, elle va persister au niveau d'une ou plusieurs phalanges distales. Mais en aucun cas, elle ne passe l'articulation. Et comme je dis, les stades 2, en Himalaya, à cause de la viscosité sanguine liée à la polyglobulie qui va être faite, à la production de globules rouges pour s'acclimater, l'hypoxie liée à l'altitude vont aggraver les pronostics de ces stades 2 et peuvent engendrer derrière des amputations. Stade 3, j'aime bien cette photo parce qu'on a souvent en tête qu'on a une coloration violette, bleue. Là, c'est gris. C'est pas évident, hein. Donc stade 3, c'est à partir du moment où la lésion initiale va toucher au moins une articulation interphalangène distale. Bon, c'est pas facile, mais à partir du moment où l'articulation est touchée, on va parler de stade 3. Alors, dans la classification de départ, c'était pas très clair. Donc on a décidé de coter, on va dire, de façon plus grave, le stade 3. Parce que même dans notre série qu'on a eue sur le protocole SOS Gelure, il y a eu un cas où il y avait à peine l'articulation qui était touchée et malheureusement ça a conduit à une amputation, alors qu'on était ici. Les stades 3, le risque d'amputation va aller de 30 à 80%. Le risque d'amputation est moins important pour les pieds, plus important au niveau des mains. Et le stade 4, c'est à partir du moment où on va avoir une atteinte de la main, métacarpe, ou du métatarse au niveau des pieds. Et là, alors, le risque d'amputation, excusez-moi, je n'ai pas précisé même pour le stade 3, c'est en l'absence de traitement, hein, si on ne fait rien. Le risque d'amputation, il est de 98 à 100%. Alors, quand il y a amputation, c'est pas forcément là, hein. C'est souvent un niveau au-dessus, heureusement. Mais voilà, si on ne fait rien, c'est juste pour vous mettre en tête que c'est une urgence médicale. Il ne faut pas se dire, ah j'ai le temps, on verra ça dans quelques jours. Les traitements des gelures graves, l'objectif finalement c'est quoi? C'est de vasodilater, c'est réouvrir les vaisseaux, c'est fluidifier le sang, faire une réoxygénation des tissus, une aide à la cicatrisation. Donc niveau vasodilatation, l'équipe de Salanche avait montré quand même que l'Ilopros, qui est un vasodilatateur très puissant, avait une efficacité réelle à condition qu'il soit fait assez tôt, moins de 48 heures avant le début de gelure. Au-delà, oui, c'est ce que je disais, hein, c'est potentiellement un petit peu tard. Après, il y a peut-être d'autres traitements vasodilatateurs. Il me semble que Manu avait fait une étude sur le Viagra. Alors, ça n'avait pas montré grand-chose, mais pourquoi pas un expé l'Adalate, qui est un vasodilatateur, parce que l'Iloprost, c'est bien sympa, mais c'est un traitement qui se prend en perf, hein, en intraveineux, il faut une surveillance quand on le met. Comme en altitude, pour l'œdème pulmonaire, vous allez souvent avoir de l'Adalate dans votre trousse à pharmacie. Moi, personnellement, j'essaierai. Fluidification du sang, il y a la thrombolyse qui a montré son efficacité. Après, la thrombolyse, c'est un peu cher payé, c'est pas dénué de risque. On entend bien, alors thrombolyse, c'est quoi? C'est finalement du destop des vaisseaux. Ça va fluidifier, ça va déboucher. Mais des fois, ça débouche tellement bien que ça peut engendrer des hémorragies. Bon, ça, on ne les dira pas forcément. Et puis là, alors ça c'est en cours sur le projet SOS Gelure, pourquoi pas l'oxygénothérapie hyperbare, ça reste à prouver. C'est une réoxygénation des tissus et une aide à la cicatrisation, mais également il y a aussi un effet anti-infectieux qui est très intéressant. Mais l'inconvénient de l'oxygénothérapie hyperbare, c'est qu'il n'y en a pas partout, des caissons. Plutôt au nord de mer, Genève, du fait du lac, il y a un caisson, mais pour donner une idée, c'est l'unique caisson pour toute la Suisse. Celui-là qui est quand même... Il y a des super hôpitaux, à Zurich il n'y en a pas, et pour ici, le plus près en France, c'est Lyon. Il n'y a pas de caisson à Grenoble. Juste peut-être si tu pourrais, après, du coup, s'il y avait des choses que tu aurais pu peut-être faire différemment maintenant que tu connais les conséquences, s'il y aurait des choses que tu aurais changé peut-être pour ta stratégie. Au niveau des pieds, non. Au niveau des mains, c'est vrai que j'ai été présomptueux parce que finalement, moi j'étais déjà un peu sensible. J'ai peut-être pas un syndrome de Raynaud ou vraiment un tout premier stade.
Mais je m'étais jamais gelé. J'avais fait pas mal d'ascensions en hiver dans les Grandes Jorasses. Et j'avais même des gelures de stade 1. Je m'étais jamais gelé. Donc c'est vrai que je pêchais sans doute par orgueil. Bah, j'étais présomptueux à ce niveau-là. Et j'aurais pu sans doute me protéger un peu mieux sur les mains. Et alors les mains, vraiment, j'ai vraiment pas du tout senti venir les gelures, absolument pas. Donc voilà, s'il y avait quelque chose que j'aurais pu mieux faire, c'est me protéger. Parce que vous savez, en altitude, enfin moi je faisais comme ça, j'empilais des couches de gants, donc tout en prenant des tailles de plus en plus grandes, évidemment, pour pas que ça comprime. Et donc c'est vrai que j'aurais pu glisser une petite couche de gants supplémentaires, ce qui certainement limite la casse. Après, il faut quand même rappeler qu'en très haute altitude, il y a quand même un manque d'oxygène, donc il y a une hypoxie qui est importante. Donc on est, quoi qu'il en soit, beaucoup plus à risque d'avoir des gelures. Et puis, vous étiez extrêmement bien acclimaté, donc il y a un problème de viscosité sanguine, on a un sang qui est nettement moins fluide, donc également ceci augmente le risque de gelure. On en a parlé, la déshydratation. Pendant cette ascension de 8 jours, vous n'êtes pas alimenté et hydraté comme il faut, donc ça aussi, ça va être un facteur déclenchant ou facteur de risque. Et puis, comme tu le dis après, l'épuisement, le rhume qui se transforme en pneumonie, tout ça n'a rien arrangé. Et ça, c'est un concours de circonstances. Là, j'ai pas eu de rhume, je disais le rhume d'une manière générale. Oui, mais c'est vrai que de toute façon, en se lançant dans ce type d'ascension, voilà, on jouait avec le feu et voilà, je me suis brûlé. Hein. Le mieux pour pas geler, là, c'est de pas se lancer dans des machins comme ça. Hein. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, peut-être? Ouais, moi j'en ai eu. Vous me donnez le micro, non, c'est bon? Ouais, je pense qu'on m'entend. Je voulais savoir ta sensation du froid maintenant. Est-ce que c'est beaucoup plus marqué qu'avant? Est-ce qu'il y a une différence? Oui, ça il me l'avait bien dit à Grenoble, c'est marrant. Et le système vasculaire a quand même tendance à se reconstruire. Donc la première année, on est vraiment très sensible. Et c'est vrai que donc, moi j'étais pendant l'hiver à Grenoble, c'était un hiver qui était très doux, mais il y avait plein de copains, mes collègues de l'ENSA, et plein qui venaient me voir. Et les attentes devant le centre de rééducation, il faisait 5 degrés avec les grosses moufles que j'avais utilisées à la Purna. J'avais froid, mais pas le temps de juste quelques minutes. Hein. Et après, petit à petit, ça se reconstruit et ça va quand même beaucoup mieux. Je pense que je suis un petit peu plus sensible qu'avant, mais j'ai quand même pas mal récupéré. D'autres questions dans la salle? Moi, je voulais juste compléter une chose, c'est il n'est pas nécessaire d'avoir des gelures graves. Des stades 2 suffisent pour avoir une gêne après un peu permanente, parce que les nerfs sont... Finalement, je n'en ai pas parlé, mais les tissus les plus sensibles au gel, sont les tissus nerveux, le cartilage et la moelle osseuse. Et c'est vrai que les tissus nerveux, même sur une gelure pas grave, nous, en tout cas, médecin, on va dire c'est pas grave, c'est un stade 2 ou un stade 1, il peut persister derrière une hyper ou une hyposensibilité qui va être gênante, soit un type de fourmillement, soit une sensibilité accrue. En tous les cas, à partir du moment où on a une gelure, le risque d'avoir une autre gelure est augmenté. S'il n'y a pas d'autres... Est-ce qu'on peut jouer sur la vasodilatation avant les gelures? Est-ce qu'on peut prendre ça de l'aspirine? Alors oui, il y a des médicaments. Alors oui, on peut utiliser des médicaments pour prévenir la vasodilatation, surtout si, je sais pas, si c'est un réno, s'il y a des problèmes de gelure. On va proposer, j'en ai parlé tout à l'heure, la dalate, potentiellement. On peut prendre de l'aspirine à toute petite dose. Il nous arrive de proposer de l'aspirine à petite dose sur une journée en cascade où il fait particulièrement froid. On dit, bah, tiens, ce jour-là, tu prendras ton aspirine. Après, la dalate, c'est un traitement qui va agir au niveau des doigts, mais pas que. C'est un traitement qui va faire baisser la tension, qui est potenseur. Donc c'est toujours bien de le tester avant de le prendre le jour J. Après, pour moi, ce n'est pas des traitements qui doivent être pris de façon continue. Le meilleur traitement, ça reste la prévention. Après, c'est vrai que la cascade de glace, c'est toujours les mains en l'air, ça va diminuer la vascularisation. On est assez statique. Au niveau des pieds, on va taper, donc on va créer des micro-traumatismes.
Mais voilà, c'est surtout d'avoir un équipement adapté, être correctement alimenté, s'hydrater correctement. Et éventuellement, sur des journées particulièrement froides, effectivement, pourquoi pas prendre un peu d'aspirine. Mais ça, je veux dire, c'est une discussion à avoir en consultation que de le prendre comme ça tout seul. Parce que tout médicament, il y a des effets secondaires. L'aspirine, c'est bien beau, on va peut-être avoir un peu, ça va diminuer le risque de gelure, mais bon, par contre, si on tombe, on va saigner. Donc voilà, il y a toujours un choix à faire. De façon générale, dans les traitements de notre médecine occidentale, il y a toujours un côté un peu négatif. Ouais, comme l'a dit Marianne, attention à la Dalatin. Moi, je sais plus si j'en ai pris après, peut-être. Mais dans mon idée, en tout cas en expé ou ici dans les Alpes, si on n'est pas secours rapide, c'est plutôt une fois qu'on est tiré d'affaire, parce que si on ne se connaît pas bien, comme l'a dit Marianne, sur le rapport à ce médicament, la baisse de tension, je l'ai vu sur d'autres cordées à côté, une fois dans une ascension, ça a quand même fini à l'hélico parce qu'il tenait plus debout le gars, quand même, à cause de la baisse de tension. Donc voilà. Je pense que, comme l'a dit Marianne, pour finir, c'est de se connaître et prendre un peu d'aspirine, c'est une chose. Mais après, c'est de se connaître, évidemment, de s'habiller plus, d'apprendre vraiment à se connaître et d'adapter l'équipement aussi. Je voulais juste rajouter une chose. Si on ne veut pas avoir froid aux mains, il faut penser à couvrir la tête, le cou, le visage et le tronc déjà. Commencer par là. Manu aimait bien dire, si tu veux pas avoir froid aux mains, mets un bonnet, mais c'est tout con, mais ça commence par là. Bonsoir. Juste une petite question concernant les onglets en fait. Pourquoi ça fait aussi mal et est-ce qu'il y a des moyens un peu d'éviter ça? J'ai envie de dire, quand on est à l'onglet, bah oui, ça fait mal, mais c'est pas grave. Oui. Ouais, mais ça fait mal, j'en conviens. C'est un peu ça qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les doigts sont privés d'oxygène et au moment de la réoxygénation, c'est extrêmement douloureux. Pourquoi dans certains cas ça fait pas mal? Dans les gelures, je disais que des fois ça fait mal, le réchauffement des fois pas. Et que c'est plutôt bon signe quand ça fait mal, c'est que quand on a un onglet, on a toutes nos capacités sensitives à ce moment-là quand le sang revient correctement. Alors que dans le cas de Stéphane, il n'y avait plus les capacités sensitives, hein, tout avait cramé, c'est pour ça qu'il n'a pas eu mal. Mais voilà, après être expliqué plus en détail, je ne l'ai pas abordé vraiment trop dans la présentation, puisque on a tous eu déjà un onglet. Effectivement, ça fait tellement mal que on peut même tomber dans les pommes à cause de la douleur, mais c'est pas lié à l'onglet, c'est lié à la douleur au niveau des extrémités. Je sais pas si vous êtes déjà tapé le doigt avec un marteau, on peut aussi tomber dans les pommes. Donc c'est la douleur à ce niveau-là qui va être extrêmement difficile à supporter. Moi, c'est l'expérience de guide, là, ce que je dis à mes clients, qui sont sensibles avec le froid, c'est pas forcément accélérer, c'est de retarder le froid. C'est-à-dire que dans les longueurs, il vaut mieux s'arrêter et essayer de faire des moulinets, réchauffer les mains, plutôt que de se dire, bon, j'ai froid aux mains, je continue, je finis la longueur. Et là, en général, c'est le meilleur moyen de se taper la monstre onglée à la fin. C'est bien d'essayer de temporiser et d'essayer de se réchauffer. Ça paraît bête, hein, mais tu montrais les gestes. Ça, c'est pas anodin, enfin, ça permet d'envoyer le sang. Et au niveau des pieds, c'est plus casse-gueule, ça. Un truc qui marche vachement bien, c'est de taper sur le genou, ça fait des vibrations et ça permet au vaisseau de se réouvrir. Les précautions à prendre pour organiser un réchauffement rapide. Alors, première précaution. Alors, c'est les précautions à prendre pour organiser un réchauffement rapide. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure. C'est que l'idée, c'est qu'on ne se refroidisse pas à nouveau derrière. C'est-à-dire qu'on a un peu ce délai, on va dire la survie de l'os, sa tolérance à la privation d'oxygène, 48-72 heures max. Si on est en expé, l'idée c'est, de toute façon si on va au-delà, il est mort. Hein. Donc c'est de le faire avant, mais essayer de le faire dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que derrière, on sait, surtout au niveau des pieds, que le chaussage ne sera plus possible. Il va falloir pouvoir envisager une évacuation. Les mains, techniquement, c'est plus simple, mais en même temps... c'est que quand on enlève la chaussure, ça rentre plus après. Hein. Ouais, il y a l'œdème est tel que...
Donc là, je disais que tout à l'heure, la phase de classification était importante, mais Dans un sens, ça marche pas. il n'y avait que quelques heures où on avait cette coloration violacée avec le DEM, et puis après, on a les ampoules qui arrivent. Et ça arrive très vite. Et donc, voilà, faut avoir un peu tout ça en tête. Et oui. Enfin, si votre copain fait du 42 ou votre copain fait du 46, ça peut marcher. Mais ça va être plus dur pour lui après. Ouais. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour prendre la température, parce que les thermomètres tympaniques ils dérivent énormément en fonction de la température extérieure? Par rapport à l'hypothermie? Oui. Bon, mais t'as pas de thermomètre avec toi en montagne aussi? Non, mais... Non, c'est pour ça que je disais que ça existe. Ça existe des thermomètres tympaniques. Alors normalement, je ne l'ai pas détaillé. Comment prend-on une température centrale? Tous nos thermomètres que nous avons prennent l'hyperthermie, la plupart. Il faut des thermomètres spécialisés pour l'hypothermie. Alors au secours en montagne, ils ont des thermomètres tympaniques. Le problème, c'est que s'il y a un peu de neige dans l'oreille, on ne va pas avoir une température exacte. Normalement, la température centrale, ça se prend soit au niveau œsophagien, soit au niveau du rectum à 10 cm. Donc c'est pas pratique du tout en expérience. Une dernière question? Non? Vous pourriez détailler le frictionnement, s'il vous plaît? Par rapport à l'hypothermie, par rapport... alors, j'en profite parce que le frictionnement, surtout le truc à ne jamais faire sur les gelures, c'est frotter. Hein. Il faut éviter de se dire « Ah, t'as froid aux mains, tiens, je vais frotter. » Il y a un truc qui pourrait tomber quand même. Hein, c'est gelé. Alors, le frictionnement, au niveau de l'hypothermie, quand on est en phase d'hypothermie légère, c'est-à-dire supérieure à 32 degrés, c'est quelqu'un qui frissonne de façon permanente. La première réaction, c'est de dire « Attends, je vais te réchauffer ». Sur l'hypothermie légère, c'est ok parce que la personne, elle est en phase où tout est accéléré, le cœur est accéléré, la ventilation est accélérée, et il y a une action involontaire neurologique qui va faire qu'elle va se mettre à frissonner pour mimer une activité musculaire. Donc on peut encore la mettre en activité, on peut la réchauffer énergiquement. À partir de 32 degrés, il y a plus de frisson. Et à l'inverse, tous les organes vont partir en sens inverse. C'est-à-dire que le cœur va ralentir, la ventilation va ralentir, tout va fonctionner au ralenti. Et le cerveau fonctionne au ralenti. Et là, si on fait des frictions, qu'on essaie de réchauffer énergiquement, que va-t-il se passer? C'est qu'on va plutôt frictionner au niveau des membres. Et le sang-froid, à ce moment-là, va être ramené vers le centre, vers le cœur. Et ça, si on a du sang-froid qui est ramené vers le cœur, si la température à ce moment-là, elle est, je donne un exemple tout bête, 29 degrés, ben on va peut-être la baisser à 28 ou 27. Et j'expliquais que la température de 28 degrés au niveau cardiaque pose problème quand même. C'est-à-dire que c'est la température pour laquelle le risque de fibrillation ventriculaire, en fait, c'est quoi la fibrillation ventriculaire? Le cœur, normalement, je vais dire fort, quand il bat, il fait tac, 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 tac. Et la fibrillation ventriculaire, c'est pas que le cœur ne bat plus, mais il fait ça. Il y a un gros bug électronique à l'intérieur. Donc c'est comme si on était en arrêt cardiaque. Et ça, on n'a juste pas du tout envie que ça arrive. Mais si la personne frissonne, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour le frictionnement? Non. Non, du tout, d'accord. Non, elle frissonne, c'est bon. D'accord. Elle est en mesure, on va plutôt avoir tendance à lui faire boire des boissons chaudes. Elle est encore en phase où le corps se bat. Moi j'ai encore une question. Bon, dernière question. Stéphane, à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais gelé au final? Dans l'ascension, enfin dans la descente C'était secondaire en fait. Parce que j'étais dans un tel état d'épuisement que je pense que je m'en suis à peu près rendu compte quand on est revenu au premier camp à 6050. Où là j'ai enlevé les sous-gants. Et en fait, il y a un ongle qui s'est arraché, que j'ai remis avec du strapal. Mais le boulot, comme l'a dit Marianne, avait été bien fait, il n'y avait plus de nerfs, donc ça faisait pas mal. Et je l'ai pris comme une information, comme une autre, mais mon souci, moi, c'était de sortir de la paroi, et finalement, c'était secondaire, donc j'ai un tel état que toute mon énergie, je la gardais pour mettre un pied devant l'autre. Et donc, puis même aussi, c'est ce que j'ai dit à Marianne, je pense que même pendant plusieurs mois, j'ai pas du tout été lucide sur ce qui m'était arrivé. Voilà.
Donc, ouais, je m'en suis aperçu quand j'ai fait des bains chauds, justement, à Katmandou, à la clinique. Voilà, que je me suis déshabillé et ils ont commencé à essayer de faire quelque chose pour moi. Mais donc, non, je me suis dit, non, c'est pas très clair tout ça. Sur ce, ça a provoqué d'autres questions, peut-être.